Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à nouveau dans l'émission. C'est votre hôte, Danny Aifong. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagné de l'ancien officier de l'armée américaine, analyste géopolitique et commentateur Stas Kropivnik. Stas, ravi de te retrouver parmi nous. Comment vas-tu? Toujours un plaisir, toujours un plaisir. Fatigué, comme tout le monde, j'en suis sûr, parce que vous savez, personne n'est prêt à calmer Trump et à le tenir éloigné de ce fichu téléphone sur lequel il ne cesse de publier des trucs. Il faudrait faire ça pour le bien de l'humanité, au moins pendant une journée. Juste le séparer de tout ça, de tout ce qu'il peut toucher. Le mettre sur un canapé quelque part, le laisser dormir un peu, vous voyez. Ne lui donnez pas de whisky, on s'en occupera. Tout le monde, mettez un j'aime en arrivant. Cela aide vraiment à faire connaître l'émission. Nous allons commencer tout de suite, Stas, car je voulais ton commentaire à ce sujet. Nous savons que la riposte de l'Iran a été largement minimisée par les États-Unis et Israël. Nous entendons toutes sortes de rapports sur ce que l'Iran a réussi à faire, ce qui, à mon avis, provoque la panique parmi les va-t-en-guerre américains. L'Iran a frappé ces systèmes radars clés. Stas, plus récemment, ils en ont touché un, je crois que c'était en Jordanie, ainsi qu'aux Émirats arabes unis. Ces radars sont essentiels au système THAAD, que tu pourras expliquer après que j'ai terminé. Mais voici une autre image de ce qui s'est passé en Jordanie. C'est le système radar qui a été essentiellement démoli par des tirs de missiles iraniens. Maintenant, Stas, je crois, même si les chiffres changent sans cesse, qu'il n'existe que 8 de ces systèmes THAAD dans le monde. Et avec leur radar hors service, Israël se retrouve dans une situation extrêmement difficile. Haaretz explique que les alertes pour les missiles et drones iraniens permettant au système de défense aérienne de commencer à tirer ne laissent plus que quelques minutes de réaction. Ils ne peuvent même plus s'engager sur un nombre précis de minutes pour leurs avertissements et l'activation des sirènes. Je peux te faire entendre un court extrait de ce que cela a produit ces derniers jours, Stas. Voici un reportage d'Al Jazeera montrant ce qu'utilise l'Iran, ce missile à sous-munitions. Et tu verras ici la réaction des Israéliens à leur apparition. Un reportage d'Al Jazeera. Voilà, les systèmes de défense aérienne qui travaillent sans relâche pour un seul missile. Et vous savez, les dégâts sont faits. Nous avons vu des images de destruction massive à l'intérieur d'Israël, ainsi que dans les zones environnantes. Alors, Stas, parlez-moi de ce que vous pensez exactement qu'il se passe dans cette guerre. Où en est-on maintenant que nous avons dépassé la première semaine? Eh bien, tout d'abord, en ce qui concerne les radars, c'est THAAD. C'est le radar qui accompagne la batterie THAAD. Une batterie THAAD est une batterie de système antimissile. Les intercepteurs, ce projet censé représenter une technologie de pointe, traînait depuis environ 20 ans. L'armée essayait sans cesse de l'abandonner, encore et encore. Mais le Congrès refusait de le laisser mourir, car trop de membres du Congrès en tiraient de bons profits grâce à des dépenses clientélistes. Il a donc fini par voir le jour. Ils auraient vraiment voulu l'étouffer à la naissance ou l'avorter. Mais non, il est né. Et bien que les radars soient très performants, ils voient au-delà de l'horizon, ils sont aussi très visibles, ce qui signifie qu'ils attirent beaucoup d'attention. Vous ne voulez pas attirer l'attention dans un conflit militaire, car plus vous en attirez, plus vous êtes pris en charge. Et par pris en charge, j'entends que l'on vous tire dessus. C'est une jolie façon de dire qu'on vous a descendu, et ils se sont fait descendre. Mais ce ne sont pas les radars principaux. Ce sont des systèmes mobiles qui accompagnent les batteries. Il y a, si je me souviens bien, 7 batteries THAAD dans le monde.
Une ou deux d'entre elles se trouvaient en Arabie Saoudite. Elles ont été détruites. Elles avaient été vendues à l'Arabie Saoudite. Et parmi les 5 restantes, les États-Unis en ont déployé 2 en Israël, peut-être 3 batteries. Mais d'après mes souvenirs, c'est 2. Ils ont peut-être déplacé l'un des systèmes radars en Jordanie pour compenser les radars fixes que l'Iran a détruits. L'Iran en a détruit un à Bahreïn, un immense système radar que les États-Unis utilisaient pour cibler les navires russes dans le nord de la mer Caspienne. Et par navire, dans ce cas, je veux dire des navires de transport civil dont les coordonnées étaient transmises aux Ukrainiens. Ce qui est assez ironique, car tout à coup, les politiciens américains de l'élite ont découvert que, oh, la Russie donne les coordonnées à ces salauds. La Russie donne les coordonnées à ces salauds. Comment osent-ils? Oui, ça s'appelle un retour de bâton. J'aurais bien d'autres mots à dire, mais des enfants regardent peut-être. C'est un peu comme « bienvenue dans le retour de bâton ». Vous vouliez une guerre par procuration? Nous pouvons aussi obtenir un proxy. Et la Chine fait la même chose d'ailleurs, avec son système Beidou. Donc, le fait que les politiciens américains soient sous le choc montre à quel point ils sont ignorants, à quel point ils croient à leur propre propagande, qu'ils sont exceptionnels, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et que personne ne peut leur rendre l'appareil. Eh bien non, ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement, la classe politique aux États-Unis est en grande partie totalement déconnectée de la réalité. Voilà donc un système. Et ce système qui a été détruit à Bahreïn valait $1 milliard. Il y avait un autre système plus petit qui fonctionnait à Tangente et qui a été détruit au Qatar. Et nous l'avons vu, il a été détruit. Ce qui m'a stupéfié, c'est la manière dont il a été détruit. Il a été détruit par un drone Shahed dès le premier jour. Et ces drones, ils sont lents, relativement lents. Ils ont un petit moteur à combustion interne de type mobilette. Ils sont bruyants, on dirait une mobilette qui vole au-dessus de votre tête. Vous regardez ce drone et il pique soudainement vers le sol. Ce qui m'a stupéfié, c'est que personne ne tirait dessus. Aucun tir de fusil d'assaut, aucune rafale de mitrailleuse, aucun missile Stinger lancé. Rien. Tout le monde s'est simplement dispersé et a couru vers les abris sans effectuer la moindre défense antiaérienne. Évidemment, aucun tir de missile Patriot, par exemple. Rien. Il a simplement volé droit sur sa cible, a fait exploser un équipement valant $1 demi-milliard et c'est tout. Et il y a beaucoup de bases américaines en feu un peu partout. 22 bases ont été touchées, y compris en Irak, à Mossoul par exemple, la ville que l'Amérique a rasée pour la libérer d'un groupe créé par la CIA américaine. Et en ce moment, des combats ont lieu à Mossoul parce qu'après que l'Iran l'a frappé pour les Irakiens, les milices et les troupes régulières irakiennes s'affrontent désormais avec les soldats américains piégés sur place. Donc, à moins que les États-Unis n'organisent un convoi pour évacuer ces gens, il y a environ 2000 Américains essentiellement bloqués dans 3 bases en Irak, coupés du reste. Quand leurs munitions et leur nourriture seront épuisées, oui, ils seront fichus. L'une de ces bases se trouve au Kurdistan, ce qui est assez ironique dans ce cas, parce que, eh bien, les États-Unis viennent de poignarder les Kurdes dans le dos en Syrie et ont laissé Al-Jolani et les Turcs les massacrer. Donc maintenant, c'est un peu comme « on n'a plus besoin de vous, les gars ». Merci d'avoir joué le jeu. Merci d'être de notre côté et de nous être dévoués. Et puis allez vous faire voir et prenez Adam Al-Jolani. Vous pouvez maintenant tuer à volonté, parce que vous savez, Al-Jolani joue au basket avec un général du commandement central. Et vous savez, il monte sur scène aux États-Unis. Il est, comme Trump l'a dit, c'est moi qui l'ai mis là. C'est moi qui ai mis ce type-là. Oh oui, oui, oui. C'est votre petit salaud. Donc, soit dit en passant, ce sont les mêmes Kurdes sur lesquels il compte pour les envoyer dans les territoires kurdes de l'Est et en Iran, afin d'y déclencher une révolution.
les mêmes types qu'ils viennent de trahir, les mêmes dont les cousins, les frères ou les pères viennent d'être massacrés, femmes, enfants, tout le monde. Il faut aimer Washington. Je veux dire, ce n'est même pas du travail d'amateur. C'est les pieds nickelés. C'est ridicule. Il n'y a aucune stratégie, aucun plan à long terme. C'est juste ce qui les arrange sur le moment. Tu sais, c'est exactement cette note politique à propos de Trump. On dirait qu'ils se sont simplement réveillés et sont partis en guerre. Ouais, à peu près. Enfin, ils ne se sont pas juste réveillés pour partir en guerre. Ils se sont réveillés et les Israéliens leur ont dit « Vous allez faire la guerre ». Et voilà, c'était la décision finale qu'on a apprise de Marco Rubio et de Johnson. C'était un grand carabia, mais quand on résume, ouais, on ne prévoyait pas de les attaquer, mais les Israéliens allaient le faire, donc on n'avait pas le choix. Donc, on sait qui sont vos maîtres. Vous auriez pu simplement dire « Allez-y, nous, on s'en va. Amusez-vous bien, on ne fait rien. Débrouillez-vous. » C'est votre problème, pas le nôtre. Mais non, non, non. Il est temps que des Américains meurent et meurent. Beaucoup d'Américains doivent mourir pour le bien supérieur d'Israël. Je veux dire, pendant qu'Israël commet un génocide au Liban, ils parlent de la manière dont ils vont coloniser le Liban avec des colons israéliens. Allons donc, restez, exterminer la population locale. Et la population chrétienne aussi, qui représente un tiers du Liban, orthodoxe et catholique. Mais, vous savez, pour les évangéliques sionistes, ceux-là ne sont pas des chrétiens. Ce sont une sorte de païens, malheureusement. Voilà donc où nous en sommes. Ce que nous voyons ici, c'est un processus en 3 phases. Et nous sommes quelque part entre la 2e et la 3e. Et quand la 3e phase arrivera, tout le monde sera fichu, vraiment, vraiment mal, du côté de ceux qui subissent. Phase 1. Tu prends tout ton matériel le moins cher et tu l'envoies en masse. Mais tu ne l'envoies pas pour détruire le système de défense aérienne. Tu l'envoies pour aveugler les systèmes de défense aérienne. Les bases avancées ont été touchées, le système radar avancé détruit, les pistes d'atterrissage frappées. Donc, il devient plus difficile de faire décoller des avions pour la reconnaissance et la défense aérienne. Phase 2. Tu n'en envoies pas autant, mais suffisamment pour continuer à épuiser le système de défense antiaérienne. Tu continues à lancer tout ce que tu as de vieux, ton matériel d'âge moyen, tandis que ton bon matériel reste en réserve. Une fois ces missiles épuisés, et pour être clair sur ce dont on parle, les 2 batteries de FATS disposaient de 192 missiles au total, 192 intercepteurs. Il y a environ 70 autres intercepteurs répartis entre différentes unités américaines pour les 3 autres batteries THAAD. D'accord, 70 de plus. Et les États-Unis en ont vendu une certaine quantité aux pays arabes et à d'autres, mais ceux-là ont été épuisés. La production américaine est d'environ 10 missiles par mois, fabriqués à la main, artisanalement. Les États-Unis arrivent là-bas avec environ 1000 missiles patriotes. En temps normal, il faut environ 2 missiles par cible. Donc on parle de quoi? Environ 500 cibles. Et ensuite, il n'y a plus de missiles. Tu sais, dans l'une de mes mises à jour, j'avais la séquence du jour. C'était un tir balistique et tout. À la vitesse où il allait, ce n'était rien d'hypersonique. Juste un missile balistique se déplaçant relativement lentement et arrivant quelque part dans la banlieue de Tel Aviv. 11 missiles patriotes, 66 millions de dollars sont partis à leur rencontre et ils ont raté. Les 11 missiles patriotes ont raté et le missile balistique est simplement passé et a tout fait exploser. Oui, à ce rythme-là, il ne va pas te rester beaucoup de missiles. D'ailleurs, ces 11-là représentaient environ 1 semaine et demie de production, car le Patriot est désormais fabriqué à raison d'environ 35 à 40 missiles par mois. C'est tout. Et ils sont aussi assemblés à la main. D'ailleurs, le Tomahawk aussi. Pourquoi sont-ils fabriqués à la main? À cause de la manière dont le Pentagone rémunère les fabricants et les fournisseurs.
Ils utilisent un système de coûts majoré. Donc, si nous décidons que ta marge bénéficiaire sera de 100% et que ton produit coûte $100, nous te payons $110. Voilà ta marge bénéficiaire. Ainsi, pour toute entreprise privée, l'objectif est évidemment de rendre ces missiles aussi coûteux que possible. Et pour cela, on les assemble tous à la main. Il n'existe pas d'installation automatisée permettant d'en produire en grande quantité. Donc les missiles deviennent extrêmement chers. Je veux dire, les Patriot, les PAC-1, coûtaient environ $1 million en 1991 ou 1992. Les PAC-3, eux, sont autour de 6 millions. Donc, vous voyez, un peu d'inflation sur les 30 années qui ont suivi. Et c'est comme ça que ça se passe. On les assemble tous à la main. Mais bien sûr, on ne peut pas vraiment augmenter la production de manière significative. Et cela m'étonne vraiment beaucoup. Avec un budget officiel du Pentagone d'1,5 billion, le budget militaire réel des États-Unis représente environ 30% du budget total du gouvernement. Il est simplement dissimulé dans différents postes. Par exemple, la moitié du budget de la NASA est en réalité militaire. Ensuite, il y a le département des anciens combattants, qui est un ministère distinct, alors que, dans presque tout autre gouvernement, il relèverait du ministère de la Défense, ou dans le cas des États-Unis, du ministère de la Guerre. Donc, c'est séparé, mais cela fait en réalité toujours partie du budget de la Défense. Dans un budget officiel du ministère de la Guerre d'1,5 billion, ils n'ont pas réussi à trouver 10 milliards environ pour construire une nouvelle usine au cours des 4 dernières années, tout en sachant qu'ils n'ont pas assez de missiles. Eh, que voulez-vous? Ce sont des fonctionnaires. Donc, ils sont à court de missiles. Pour faire court, ils essayent maintenant de retirer des missiles de la Corée du Sud, de Taïwan et d'autres endroits, des missiles patriotes, pour les acheminer ici. Même s'ils y parviennent, cela représente peut-être 700 ou 800 missiles supplémentaires. D'accord, ça leur achète peut-être 4 ou 5 jours de plus, une semaine au maximum. En ce moment, avec ce qu'ils ont sous la main, d'ici une semaine à une semaine et demie, il n'y aura plus de missiles. Le dôme de fer, c'est la même chose. Le système Arrow en Israël, pareil. Ils n'ont plus de missiles. Parce qu'il est beaucoup moins cher de fabriquer un simple missile balistique pour $100 000, pendant que l'autre envoie des missiles à $6 millions. Même si votre économie est bien plus grande, elle finit quand même par manquer d'argent. Et cela sans même compter les drones. Donc, une fois que le système de défense est détruit ou submergé. Tu peux toujours submerger le système aussi. Il suffit d'envoyer une vague si massive qu'ils n'ont pas le temps de recharger et tout ce qu'ils ne peuvent pas intercepter passe à travers. Mais les Iraniens ne font pas ça. C'est une tactique de guerre courte. On l'a vu en 2012, pendant la guerre de 12 jours cet été-là. Les Iraniens surchargeaient simplement le système. Ils envoyaient assez de munitions pour qu'on ne puisse pas toutes les abattre, faute de missiles. Et bonne chance pour essayer de déterminer lequel est le missile le plus récent, le plus précis, celui qui frappera la cible plus étroitement que les anciens. Cette fois, l'Iran se prépare à une guerre longue. Trump affirmait que les Iraniens l'appelaient et lui demandaient « Ouais, c'est du baratin, du pur baratin ». Et une fois que c'est sorti, le ministère des Affaires étrangères iranien a été interrogé et ils ont répondu « Certainement pas, non. On arrêtera quand on aura décidé qu'on a fini ». Et c'est là que Trump a répliqué « Je n'accepterai rien d'autre qu'une reddition inconditionnelle ». Puis il a dit qu'il enverrait un texto à l'ayatollah. D'accord, monsieur l'élu de Dieu. Parce que les sionistes chrétiens hérétiques croient vraiment qu'il est l'élu de Dieu pour les mener vers je ne sais quelle destinée. Donc tu vois, c'est de la pure panique à ce stade, parce qu'ils savent que dans une semaine et demie, à quelques jours près, ils n'auront plus de missiles.
Et maintenant, que faire? Voici venir la phase 3. Et c'est là qu'à ce moment-là, l'Iran sort ses hypersoniques de haute qualité et tout le reste qui va frapper en plein dans le mille. Oups, en plus de quelques satellites aléatoires là-haut, leur donnant les coordonnées exactes de chaque cible. On ne sait pas à qui appartiennent ces satellites. Joli coup de pouce, mais oui, là, il y a un problème. Un très gros problème pour l'armée américaine, pour les Britanniques, les Français, les Allemands ou quiconque voudra s'en mêler. Pour les Israéliens, évidemment. C'est un très 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 gros problème. Que faire maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que les États-Unis pourraient se retirer. Je veux dire, on pourrait simplement dire « Oh, désolé, d'accord, on a fait ce qu'on a pu, on se retire de tout ça. » Encaisser le coup et partir. Mais ils ne feront pas ça, parce que les politiciens vont simplement redoubler d'efforts. Israël pourrait envisager une attaque nucléaire, ce qui serait, au moins politiquement, la fin d'Israël pour toujours. Les États-Unis pourraient faire la même chose, ce serait probablement pareil. Ou bien la Russie et la Chine pourraient intervenir et contre-menacer avec des armes nucléaires. Et alors, nous pourrions avoir une guerre nucléaire. Vous savez qui c'est? L'homme orange, cinglé, pourrait très bien se lancer là-dedans. Je ne sais pas à quel point il est en l'écoutant. Oui, je ne sais pas à quel point il est dans la réalité, honnêtement. Trump 1 et Trump 2 sont des personnes radicalement différentes. Je veux dire, écoutez simplement ses discours. Écoutez la façon dont il parlait pendant le premier mandat de Trump et écoutez la façon dont il parle maintenant. Son vocabulaire, son choix de mots, sa structure de phrase, ce ne sont que des morceaux. On dirait un enfant de 8, 9 ou 10 ans qui parle. C'est complètement différent. Je ne dis pas que Trump était un génie à la base. Eh bien, la plupart des politiciens républicains sont loin d'être des génies. Certains ont à peine un QI à température ambiante, probablement même plus bas. C'est un concours de popularité. Et cela vaut autant pour les démocrates que pour les républicains. Regardez Ocasio-Cortez. Je veux dire, bon sang, on a une barmaid avec toute l'intelligence d'une barmaid devenue sénatrice. Ouais, là, on a vraiment les meilleurs et les plus brillants. J'imagine que vous avez manqué de charme. Je ne sais pas, non? Mais le fait est que ce sont ces gens-là qui détiennent le pouvoir. Ce sont ces gens-là que vous avez autour de vous. Et les généraux ne vont rien dire, parce qu'ils veulent leur carrière très lucrative une fois qu'ils ne seront plus généraux, quand il y aura écrit « général retraité » derrière leur nom. Ils veulent la carrière à gros revenus, donc ils ne feront pas la chose honorable, à savoir démissionner, plutôt que d'exécuter des politiques idiotes et suicidaires. Dieu nous en garde, sinon ils ne décrochent pas les contrats juteux. Voilà le gouvernement qu'ont les États-Unis. Voilà le gouvernement sous lequel vous vivez en ce moment. Peu importe. La majorité des élites de Washington, vous savez, elles ne violent littéralement pas d'enfants. Parfois, elles ne mangent pas d'enfants. Littéralement. Je veux dire, tu sais, beaucoup de petites et moyennes célébrités, ainsi que d'autres personnes, te disaient « voilà ce qui se passe ». Et tout le monde regardait en disant « non, ça ne peut pas être vrai » ou « c'est une théorie du complot » ou peu importe. Non, c'est bien pire que tu ne le penses. Ce sont les élites sous lesquelles tu vis. Donc, s'ils sont prêts à manger les enfants de leur propre peuple, littéralement, à les violer, les tuer ou quoi que ce soit d'autre qu'ils font, si tu lis les récits, c'est d'une folie inimaginable. Que sont-ils prêts à te faire, à toi ou à un autre pays? Et maintenant, les États-Unis disent qu'ils n'ont plus de missiles, plus de ceci, plus de cela. Loin de là. Ils ne mènent plus les grandes vagues d'attaques qu'ils faisaient pendant la guerre de 12 jours, car ils se rendent compte que ce sera un combat de longue haleine. Et la classe politique était en panique, tout comme les autres journaux, parce qu'ils ont découvert
que les États-Unis se préparaient à une guerre de 100 jours, qui devait au départ durer 4 jours, puis 30. Nous en sommes au 8e jour maintenant, je crois. Désolé. Oui, le 8e jour. Tout commence à se mélanger. Et maintenant, ils envisagent une guerre de 100 jours, sans munitions pour cela. Les Tomahawks vont s'épuiser. En ce moment, ils ont commencé à larguer des JDAM, qui sont des bombes planantes. En gros, on prend une vieille bombe en fer, on lui met des ailes et un module pour contrôler sa trajectoire pendant qu'elle plane vers sa cible. Parfois, ils y ajoutent même un petit moteur à réaction, juste pour le propulser un peu plus loin. Mais au final, c'est un véhicule planant qui descend, ce qui permet de frapper depuis une distance bien plus grande. En gros, c'est un missile de croisière simplifié, avec un très petit moteur, ou peut-être pas de moteur du tout, juste la portance de l'avion. C'est avec ça qu'il frappe en ce moment. J'ai regardé certaines de ces vidéos, on peut entendre le son. C'est un bruit très distinct de JDAM qui arrive, car ils ne sont évidemment pas très aérodynamiques. Ce n'est pas leur but, ce sont des bombes en fer qu'on largue depuis un avion. Et la raison pour laquelle ils touchent des civils, c'est qu'ils ne parviennent pas à trouver les cibles militaires. L'armée de l'air américaine fait cela depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils pensent toujours que s'ils tuent suffisamment de femmes et d'enfants, la société locale s'effondrera et qu'ils pourront alors simplement entrer et prendre le contrôle. Cela n'est jamais arrivé. Jamais. Parce que les gens n'aiment peut-être pas leur gouvernement, mais ils voient bien qui tue leurs enfants et ils vont se rallier au drapeau. C'est un instinct humain naturel. Peu importe le pays que vous bombardez, vous pouvez acheter les élites, faire ce genre de choses. Mais les bombarder? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche tout simplement pas. Mais ils apprennent jamais. Je pense, ils prennent simplement plaisir à tuer des femmes et des enfants. Honnêtement. Je m'en fiche. Soit ils sont stupides, soit ils y prennent goût. Eh bien, Stas, je voulais illustrer un peu ce problème de défense aérienne que tu viens de décrire. Voici un système de missiles Patriot qui a été détruit par l'Iran aux Émirats arabes unis. Je veux simplement montrer aux gens qu'il existe un lien direct entre la destruction de ces systèmes par l'Iran et ce que l'on observe, par exemple, à l'aéroport de Dubaï, qui a été fermé. Cela illustre parfaitement le phénomène dont tu parles avec les drones iraniens. C'est reparti. Encore un drone. Je ne sais pas si tu peux le voir ou non, mais tu vas bientôt l'entendre. Il se dirige vers l'aéroport, encore vers l'aéroport. Oui, droit vers l'aéroport. Donc, ce genre de frappes directes se produisent tout le temps dans le Golfe et en Israël aussi, en grande partie parce qu'ils le reconnaissent, Stas. Ce que tu dis n'est plus vraiment nié, même dans les médias traditionnels. Regarde ça. Les Alliés craignent que cette guerre ne les laisse sans les armes qu'ils ont achetées. Nous savons déjà qu'ils essaient de dépouiller la Corée du Sud et le Japon de tout ce qu'ils ont afin de maintenir le conflit. Mais ce n'est pas si simple, n'est-ce pas? Et où cela laisse-t-il Israël aussi? Parce qu'Israël, maintenant que Pchesekin a dit « D'accord, nous pourrions ne plus frapper autant le Golfe, sauf si les bases sont utilisées pour cette guerre. » Israël ne figurait pas sur cette liste. Israël continue d'être frappé chaque jour. Où cela les laisse-t-il avec ces défenses aériennes? Parce qu'ils en dépendent énormément eux aussi, surtout lorsqu'ils commencent à en manquer. Tu sais, l'une des raisons pour lesquelles je dois frapper les bases, c'est qu'il n'y a plus assez de cibles qui valent la peine d'être touchées. Littéralement. J'ai plein de vidéos de bases américaines en feu, dépôts de munitions touchés, dépôts de carburant détruits, quartiers généraux anéantis. La 5e flotte n'a plus d'endroit où aller, sauf rentrer chez elle, en Amérique. Ces ports sont détruits, calcinés.
J'adore quand Trump dit « Oh, je vais simplement escorter ces pétroliers à travers le Golfe. » D'accord. Combien de marins es-tu prêt à perdre avant de dire que ça suffit? Parce qu'il va y en avoir beaucoup de morts et bien moins de navires dans la marine américaine si tu fais ça. Il faut être soit sénile, soit, désolé, complètement ignorant. Regarde une fichue carte, c'est 35 km au point le plus étroit. Tu n'as même pas besoin de missiles mer-sol. Tu sais de quoi tu as besoin? Il te faut environ 1 millier de gamins avec des drones. Juste des drones FPV ordinaires, en vol à vue. Et les plus gros, eux, ont une batterie plus puissante avec une roquette RPG fixée dessus. Tu commences simplement à les envoyer et tu submerges n'importe quelle défense de n'importe quel navire dans une zone aussi étroite. Voilà. Tu vas tirer sur chacun de ces gamins cachés sous chaque buisson. Tu n'en trouveras pas assez, surtout dans une région montagneuse qui te surplombe. Mais eux, ils n'auront aucun mal à te repérer au milieu de ce détroit très étroit. C'est la réalité. Bienvenue dans la technologie moderne. Ils auront peut-être besoin d'utiliser des drones marins, mais ils pourraient aussi s'en servir. En plus, même si la flotte de surface de l'Iran, sa flotte de grands navires, a été détruite. Il reste encore environ 20 sous-marins, des sous-marins diesel, quelque part là-bas, peut-être un peu moins. Je ne sais pas. Les Américains affirment qu'ils en ont capturé un, mais ils ont des tonnes de vedettes rapides. Et d'ailleurs, le dernier pétrolier américain qui a été touché et brûlé a été frappé par un missile mer-mer tiré depuis une vedette. Donc tu vois, la situation, c'est foutu. Je veux dire, si Trump décide d'y aller, il pourrait le faire. Qui sait ce qu'il pourrait ordonner? Aucun amiral ne va démissionner. Je serais surpris que l'un d'eux le fasse. Ils essaieront d'exécuter l'ordre insensé. Mon Dieu, on parle peut-être de la 82e division aéroportée, de la 101e, voire de la 100e division de montagne, envoyée soit à la frontière turque avec l'Iran et vers le Kurdistan iranien, soit en Azerbaïdjan. On dirait, tu sais, que les exercices de la 82e aéroportée ont été annulés. Les permissions ont été annulées. Donc, je suppose que ces types vont partir pour une mission suicide dans les montagnes d'Iran, où des drones les attendent, ainsi que l'armée iranienne, retranchée, prête à les recevoir. Sans oublier les idiots d'Azerbaïdjan, qui semblent vraiment impatients de voir leur pays disparaître de la carte, puisqu'ils ont réussi à se mettre à dos à la fois la Russie et l'Iran. 8 millions contre un total combiné de 250 millions. Le calcul est excellent. Mais l'Azerbaïdjan est plus ou moins plat, comparé aux régions du Daghestan russe ou aux zones azéries d'Iran. Et il n'y aura pas de soulèvement des Azerbaïdjanais, parce que vous savez quoi, ils sont extrêmement bien intégrés dans la société iranienne. À quel point sont-ils intégrés? Eh bien, l'ancien président était azéri, et Khamenei est azéri. Donc le nouvel ayatollah, son fils, est azéri lui aussi. Ils sont très intégrés à la classe dirigeante. Ils ne vont pas se rebeller. Ils font partie de l'élite. Ce n'est pas une petite minorité mise de côté que personne ne remarque. Eux et les Perses sont sur un pied d'égalité dans la direction de l'Iran. Ils ne vont pas se rebeller. Ils n'en ont aucune raison. En revanche, l'Azerbaïdjan pourrait disparaître ou voir son économie ruinée, car c'est un pays à ressources uniques. Son industrie principale, c'est le pétrole. J'allais souvent en Azerbaïdjan parce que j'y avais des employés. J'étais directeur de la chaîne d'approvisionnement pour Halliburton Azerbaïdjan, pour l'Eurasie. C'était en fait mon endroit préféré, car Bakou est une ville vraiment sympa. Tu pouvais aller dans les bars et des endroits comme ça. Enfin, peu importe, ce sont des musulmans chiites. Tu pouvais aller dans les bars et des lieux de ce genre. Donc, après avoir terminé au bureau, au nord de la péninsule, tu as conduit jusqu'à un bon hôtel, au sud de la péninsule, puis tu as pris quelques verres avec mes responsables qui travaillaient pour moi. Comparé à tous les autres endroits où je suis allé, c'était un endroit froid.
La plupart des autres lieux étaient au milieu de nulle part. Tu es assis dans un conteneur avec un lit à l'intérieur. Super. Mais bon, ça fait partie du travail. Le problème, c'est qu'en dehors du pétrole et de l'agriculture, et l'agriculture est exportée vers la Russie, il n'y a pas grand-chose d'autre. Sinon, tout s'effondre. La dernière fois que la Russie a fermé la frontière et déclaré qu'il n'y aurait plus d'agriculture, cela a posé un gros problème. Les exportations de pétrole et de gaz, c'est tout. C'est pratiquement un cheval à un seul tour, des hydrocarbures. Si on retire cela, l'Azerbaïdjan retombe au statut de pays du tiers-monde très rapidement. Mais je suppose qu'ils veulent une guerre. Ces drones mystérieux, et je le répète, le drone Luka, le drone américain Lucas, est une copie exacte du Geran 3 russe. Et en juin dernier, les États-Unis ont dévoilé leur nouveau drone, qui était une copie exacte des drones Shahed. Donc ces drones mystérieux ont commencé à frapper. Pour une raison quelconque, vous savez, ils ont simplement volé jusqu'à Bakou, jusqu'en Azerbaïdjan. C'était à Bakou, au sud de l'Azerbaïdjan. Cela a touché l'aéroport. Puis autre chose, je ne me souviens plus quoi. Ils se dirigeaient vers Chypre pour frapper Chypre, et un missile était en route pour frapper l'Iran. Maintenant, le représentant du Parti du logement au Royaume-Uni, qui est un tout petit parti minoritaire, mais aussi la RAF, ont tous deux déclaré que ce qui avait frappé Chypre n'était ni un drone iranien, ni un missile iranien. Ils ne veulent pas dire à qui il appartenait. Mais nous savons que plusieurs agents israéliens ont été arrêtés en Arabie Saoudite et au Qatar, alors qu'ils tentaient de faire exploser des installations pétrolières pour impliquer tout le monde dans cette guerre. Et vous savez, il y a un peu plus d'un mois et demi, la Géorgie a ouvert son espace aérien aux vols militaires américains. Et dans la semaine qui a suivi, en fait en 2 jours, 4 C-130 ont atterri pour faire le plein à l'aéroport de Belize. Je me demande ce qui transportait à bord de ces C-130. Peut-être, je ne sais pas, des drones. Vous voyez, quelque chose comme ça. Parce que des drones mystérieux apparaissent maintenant un peu partout. Donc je ne sais pas. Je veux dire, ils essayent de relancer tout ça parce que la campagne de missiles et la campagne de bombardement ne fonctionnent pas. Ils tuent beaucoup de civils. Un jour, ils ont tué plus d'1 millier de civils, frappé 13 hôpitaux et points médicaux. 13. Touché 2 autres écoles. Parce que... Oh Stas, on dirait qu'on t'a perdu. T'es toujours là? Oui. Tu m'entends? Oui, je t'entends maintenant. D'accord, continue. Je pense qu'ils essayent de nous couper. Ils ne veulent pas qu'on parle de... Enfin, en fait, Stas, je voulais te parler. Tu sais, tu as mentionné tous ces problèmes que nous avons abordés jusqu'à présent. Les États-Unis essayent très fort de ne pas paraître paniqués, mais de nombreux signes montrent que c'est tout le contraire. Voici ce que Donald Trump a dit juste après que Psesekin a donné ce qu'il a appelé la feuille de vigne, mais je pense que c'était plutôt un coup d'échec. Concernant les États du Golfe, en disant « D'accord, nous ne vous frapperons pas si vous n'êtes pas utilisé militairement pour nous frapper ». Trump a fait cette grande déclaration sur sa volonté d'obtenir une reddition inconditionnelle, parce que l'Iran est en train de se faire démolir. C'est le perdant du Moyen-Orient. Il sera frappé très durement. Et vous savez, s'il n'y a pas de reddition inconditionnelle, c'est lui qui va choisir le dirigeant, etc., etc. C'est la rhétorique de Donald Trump. Maintenant, vous avez publié, Stas, et j'aimerais vraiment que vous puissiez aider les gens à comprendre ce qui se passe exactement ici. Laissez-moi voir si je peux retrouver votre publication. Non. Ah, voilà, c'est la toute dernière. Votre publication où vous parliez de la supériorité aérienne sur l'Iran qui n'a pas été atteinte. Vous disiez qu'il existe une idée fausse dans l'espace informationnel selon laquelle les États-Unis et Israël auraient établi un contrôle total de l'espace aérien iranien.
Et vous avez publié ces cartes, en particulier celle-ci, montrant où l'opération Epic Fury tire. Alors, parlez-nous de cela, si vous le pouvez, et de la façon dont cela reflète votre perception de la réaction des États-Unis, ainsi que d'Israël, face à l'évolution de cette guerre. Eh bien, je veux dire, ils ont effectivement détruit un certain nombre de lanceurs qui se trouvaient à la surface. Mais il y a beaucoup de lanceurs conservés sous terre. Ils sortent quand il est temps de lancer les missiles, puis retournent par le tunnel qui les y conduit. L'Iran possède ce qu'ils appellent en fait des villes de missiles, qui sont d'immenses installations souterraines fortifiées. D'ailleurs, ils peuvent aussi y assembler les missiles, les ravitailler en carburant et poursuivre le processus. Certaines choses, comme le corps même du missile, doivent être réalisées dans un environnement d'usine, mais une fois que l'on dispose de l'acier laminé, de la tôle et des différentes pièces pour l'assemblage, on peut continuer à les assembler sous terre. Les drones, d'ailleurs, sont bien plus simples. Mettre en place une usine moderne de drones n'est ni très coûteux ni très difficile. Vous n'avez pas besoin de grands tubes d'acier laminés pour le corps de vos missiles. Vous savez, les drones peuvent être fabriqués principalement à partir de matériaux polymères ou de plastique. Donc, ils en ont, et les États-Unis ne les ont pas détruits. En fait, il est assez difficile de les trouver dans un posé à 70% de montagnes, des montagnes très très hautes. Ce qui veut dire d'ailleurs que vous allez envoyer des unités d'infanterie américaines contre quoi? Presque une armée et une milice d'1 million d'hommes retranchés dans les montagnes. D'accord, bon courage. Je ne voudrais pas faire ça, mais bon, soit. Donc, ils rencontrent beaucoup de problèmes, ce qui explique encore une fois pourquoi ils bombardent des civils. Ils ont fait la même chose dans presque chaque cas. Le plus célèbre fut celui de Clinton, bombardant la Yougoslavie. Une opération censée durer 7 jours, mais qui a finalement duré 98. Ils ont commencé à bombarder des hôpitaux civils, des trains, des marchés, des églises, et ainsi de suite, parce qu'ils ne parvenaient pas à localiser l'armée yougoslave. Les montagnes étaient simplement là, attendant que les Américains et l'OTAN arrivent pour pouvoir commencer à les frapper. Ce que, soit dit en passant, les Iraniens font également. Tout tourne autour de cela. Ils ont différentes bases et restent dans leurs bunkers à attendre. Alors, vous venez ou vous ne venez pas? Et comme l'a dit le ministre iranien des Affaires étrangères, eh bien, vous ne vous faites pas pilonner, vous n'allez pas vous rendre. Non, vous êtes vraiment prêt à affronter l'armée américaine. Oui, on vous attend. Venez donc chercher. Et ils sont choqués. Je veux dire, ce sont les mêmes personnes qui sont sous le choc, disant « Pourquoi est-ce que vous... Comment pouvez-vous justifier de frapper des bases américaines ?» Je ne sais pas, parce qu'ils nous tirent dessus, peut-être. Enfin, c'était NBC d'ailleurs. Accordons-leur au moins ça. Ils ont laissé le ministre des Affaires étrangères iranien répondre. Mais, vous savez, qui écrit vos questions? Je veux dire, monsieur, ce sont les mêmes personnes. Comment osent les Russes donner des coordonnées? C'est la même mentalité. Comment osent-ils nous utiliser comme intermédiaires? Nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls à pouvoir utiliser les autres comme intermédiaires. Personne ne peut nous toucher. Ils n'en ont pas le droit. C'est dans le règlement. Tu vois, c'est nous qui avons rédigé le règlement. Tu vois, ce sont nos statuts. Mais à ce stade, tu sais, les systèmes de défense aérienne, je ne sais pas à quel point ils sont dégradés. Je ne peux pas le dire. Enfin, évidemment. Et puis, il y a ce moment où on a découvert que l'US Air Force bombarde des dessins. Et il y a beaucoup de leurs propres images. Je veux dire, ce sont des dessins sacrément réalistes quand on les regarde à travers n'importe quelle caméra filtrée qu'ils utilisent. Mais tu sais, quand tu frappes en plein milieu d'un avion de chasse stationné et que ça devient juste un grand trou fumant alors que le reste est encore là, évidemment, tu as touché du béton.
Du béton très bien peint. Ah, comme cet hélicoptère? Oui, juste ici. Tu ne vois pas de morceaux volés nulle part parce que tu sais, tu as touché du béton. Félicitations. D'une manière ou d'une autre, Stas, cela vient d'être frappé par ce que je suppose être un puissant missile ou une bombe. Et pourtant, l'hélicoptère reste intact. Absolument. Alors, combien de ces cibles fantômes ils ont compté comme détruites? Je n'en sais rien. Mais vous savez, le simple fait est que ce n'est même pas une maquette. On fabrique des pièces d'artillerie en prenant un tuyau. Parfois, on utilise du bois, mais c'est mieux de prendre un tuyau. On met le tuyau là-dessus, on assemble quelques roues et un genre de bloc, puis on recouvre le tout avec un filet pour qu'on ne voit pas vraiment les détails. Et quand ça se fait toucher, ce n'est qu'un tuyau et quelques roues ou pneus qui s'envolent. Oui, d'accord. Mais là, ce n'est même pas ça, ce ne sont que des dessins. Je veux dire, littéralement, ce sont juste des dessins grandeur nature. Très bien faits, certes. Mais ce sont des dessins. Je suis stupéfait. Je veux dire, je ne pensais pas qu'il serait possible de tromper les systèmes modernes aussi efficacement avec ça. Donc oui, même mes yeux blasés s'ouvrent. Waouh, sérieusement? On peut faire ça aussi? Incroyable. Et pourtant, si. Les États-Unis ont bombardé et Israël a bombardé beaucoup de dessins à la craie ou de peinture, peu importe. Tu sais, peu importe qui les a faits. Bravo. Vous avez prouvé qu'on pouvait tromper la guerre moderne à ce point. Normalement, il ferait au moins une maquette en bois ou quelque chose du genre, avec un élément chauffant pour donner l'impression qu'un moteur tourne ou quelque chose comme ça. Mais non, là, ce ne sont que des dessins. Franchement, je ne sais pas quoi dire de plus. Waouh. Juste waouh. Ouais. Eh bien, je voulais d'abord diffuser le message de Pete Hegseth à propos de la guerre, puis te poser des questions sur l'implication de la Russie et évoquer un article à ce sujet. Parce que je pense qu'il se passe vraiment quelque chose ici. Plus cela dure, et plus les problèmes sont signalés. Le fait que les États-Unis gaspillent des munitions dans de nombreux cas en frappant des leurs, tandis que les médias traditionnels, citant des sources du Pentagone, affirment qu'il y a des pénuries partout, que les défenses aériennes s'épuisent et que les stocks de munitions diminuent. On a l'impression que la fanfaronnade devient de plus en plus intense. Et tu sais, je pense que tu connais l'adage sur l'insécurité. Plus on rencontre de difficultés et de problèmes multiples, plus on risque de réagir violemment. Voici Pete Hegseth qui fait exactement cela. La quantité de puissance de combat qui continue d'affluer, qui continue d'arriver, et que nous serons capables de projeter au-dessus de l'Iran est plusieurs fois supérieure à ce qu'elle est actuellement, si l'on additionne nos capacités à celles des forces de défense israéliennes. Et nous ne manquons pas d'autorité. L'amiral sait que nous avons des objectifs clairs avec une liberté d'action maximale sur le champ de bataille. Les guerres stupides et politiquement correctes du passé étaient tout le contraire de ce que nous faisons ici. Elles avaient des objectifs vagues, avec des règles d'engagement restrictives et minimalistes. C'est fini. Nos autorités, ces autorités, celles du CENTCOM, par l'intermédiaire du président et de moi-même, sont à pleine capacité. Nos moyens sont écrasants et continuent de croître, tout comme ceux de nos partenaires israéliens. Nos munitions sont entièrement approvisionnées et notre détermination est inébranlable, ce qui signifie que notre calendrier nous appartient et à nous seuls de le maîtriser. Nous prendrons tout le temps nécessaire pour garantir que les États-Unis d'Amérique atteignent ces objectifs. À mesure que nous déployons davantage de force et de capacité, et que nos munitions survolant la zone produisent des effets encore plus dévastateurs, nous fixons le rythme, nous fixons le calendrier sous la direction du commandant sur le terrain. Ce sont des propos très contradictoires.
ils sont tous prononcés avec le ton théâtral de quelqu'un formé dans le cirque médiatique qu'est les États-Unis. Mais malgré tout, Pete Heifong tient des propos contradictoires. Nous sommes si puissants, nous recevons toutes ces munitions. Mais, vous savez, le calendrier s'arrête. Cette phrase, aussi longtemps qu'il le faudra, donne l'impression que vous n'allez pas atteindre vos objectifs très rapidement. Et maintenant, c'est la panique à propos de la Russie. Peut-être pouvez-vous tous les deux réagir à cela et nous aider à comprendre exactement comment la Russie apporte son aide au-delà du discours de renseignement que nous entendons actuellement. Vous êtes là? Are you there? Ouais. Ouais, c'est un article. C'est pas... Oui, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que la Russie fournit des renseignements à l'Iran sur les positions américaines au Moyen-Orient, l'aidant à cibler dans toute la région. Le partage d'informations sur les actifs américains est le premier signe que la Russie aide indirectement l'Iran. Donc oui, réagis à tout ce que Danny Heifong raconte ici, tout en admettant que cela va prendre du temps, ou du moins autant de temps qu'il le faudra. Et maintenant, la Russie entre en scène. Eh bien, je vais commencer par le numéro 2. La Russie est entrée dans l'arène au moment où l'Iran a enfin fini par signer le document de coopération. Enfin, ce n'est pas un accord de défense mutuelle comme celui que la Russie a avec la Corée du Nord et la Biélorussie. La Russie le voulait, les Iraniens non. Mais c'est tout de même un accord de coopération. Malheureusement pour l'Iran, ils n'ont pas signé de véritable accord de défense dès le départ. Au cours de ces 6 derniers mois, la Russie a fait venir des MiG-29 et des Su-35, capables d'abattre un F-35, même si le F-35 est de 5e génération, parce que c'est un avion plutôt médiocre, mais il est furtif. Le problème, c'est qu'avec les systèmes S-400 et les avions modernes, les Su-35, ils peuvent détecter la furtivité. Donc cela annule l'avantage. Ensuite, la Russie, ce dont on ne parle pas, ce sont les hélicoptères d'attaque Mi-28. C'est au cas où les Kurdes, les Azerbaïdjanais ou d'autres décideraient de semer des troubles. Ce dont on ne parle pas, c'est de toute la technologie que la Russie a apportée. La Russie a modernisé les drones, la Russie a modernisé l'avionique, la Russie a modernisé le système de propulsion, la Russie a modernisé le système de brouillage, la Russie a modernisé le système d'identification, les affichages tête haute des avions anciens. Et devinez quoi? Quand les drones détruits ont commencé à apparaître, des photos ont révélé des microprocesseurs russes. C'est le dernier de nos lave-linges, je sais. Nous avons commencé à en retirer des téléphones et des pommeaux de douche, juste pour trouver ce que nous pouvions. Mais oui, il semble que la Russie soit capable de produire un bon nombre de microprocesseurs, au moins de qualité militaire. Waouh! Parce que, vous savez, d'une manière ou d'une autre, nous continuons à tirer des missiles dont nous aurions dû être à court depuis 3 ans. Donc, tout cela aurait été fourni à l'Iran. Et encore une fois, je ne parle pas au nom du gouvernement russe, mais c'est ma vision des choses, mon opinion personnelle. C'est donc ma mise en garde dans ce cas. À votre avis, quels pilotes sont dans ces avions? Quels officiers contrôlent ces S-400 et ces systèmes radars? Il faut 1 an pour former un officier à un système antiaérien moderne, du moins du côté russe. Il faut au moins 1 an pour former un pilote pleinement compétent, de 0 à la maîtrise complète, pour n'importe quel appareil moderne. Ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale, où, soi-disant, la plupart des soldats pouvaient être formés en 1 semaine environ. Si vous formez des aviateurs qui ont été entraînés sur une autre plateforme, ils ne sont jamais aussi bons. Ils sont au mieux de seconde classe. En termes simples, la mémoire musculaire se rattache à ce sur quoi ils ont été formés et avec quoi ils ont grandi. L'aérodynamique est différente pour chaque type d'avion, parfois de manière radicale. Ce sont tous des jets, mais en réalité, ils sont très différents les uns des autres.
C'est pourquoi vous ne voyez pas de pilotes de F-16 piloter des F-18. Ils ne le peuvent pas. Donc ça n'a pris que 6 mois. Évidemment, je laisserai le public deviner à qui appartiennent les pilotes, à qui appartiennent les techniciens et à qui appartiennent les techniciens des systèmes radars basés sur les satellites Beidou, les systèmes chinois. Ils ne ressemblent pas à des Iraniens. Ils ressemblent à des Perses ou à des Azéris. Donc vous voyez, oui. La Russie essaie de parler calmement avec les États-Unis depuis des années. Depuis 4 ans, l'armée américaine tire activement des missiles basés sur des systèmes HIMARS sur des villes russes. Je veux dire, c'est une guerre. Personne ne veut l'admettre parce qu'ils ne veulent pas entrer dans une guerre totale. Mais c'en est une. Et quand ces HIMARS sont réduits en miettes, ce sont des Américains qui tombent avec ce système HIMARS. Quand ces batteries patriotes sont détruites, il y a 95 personnes dans une batterie patriote pleinement dotée. Ce sont soit des Américains, des Britanniques, des Allemands ou des Polonais, parce qu'ils n'ont pas formé autant d'Ukrainiens, et beaucoup de systèmes patriotes ont été détruits. Donc, la question suivante, évidemment, c'est qui les fait fonctionner. Alors oui, il faudrait être un idiot de première classe, niveau 89, pour ne pas comprendre que vous allez être pris dans une guerre par procuration tout aussi dure que celle que vous meniez. Ils vont avoir l'occasion de te représenter par procuration. Devine ce qui va se passer. Bienvenue dans « Tu sais, ce que l'on sème, on le récolte. Ce qui est bon pour l'un, l'est pour l'autre. » Tu sais, c'est le karma. On pourrait faire beaucoup de choses, mais enfin, tu vois l'idée. Donc, il ne devrait vraiment pas y avoir de surprise à ce sujet. Que cela arrive, pas la moindre. Quant à Hegseth, eh bien, dans un monde parfait, il se tiendrait devant un tribunal, regardant ses propres vidéos comme preuves à charge. C'est un criminel de guerre. Je veux dire, disons les choses comme elles sont. C'est un criminel de guerre. Pas seulement maintenant. Il l'était déjà quand il tirait sur des vedettes rapides et des bateaux de pêche. Il l'était encore plus, sans aucun doute, quand il leur disait de tirer une deuxième fois sur les survivants. Ce n'est pas seulement un criminel de guerre. C'est un criminel au regard de la loi américaine. Parce que la Constitution stipule que toute loi ou tout traité, y compris le droit des nations, qui est approuvé et ratifié par le Congrès, devient la loi du pays. Tirer sur des personnes qui s'accrochent à des morceaux de bois après avoir survécu au naufrage de leur navire est illégal. C'est un meurtre. Quand ils ont coulé cette frégate, la frégate non armée, bon, d'abord, c'est un navire de guerre, donc c'est une zone grise, tu vois? On pourrait dire qu'ils auraient pu, qu'ils auraient dû, qu'ils auraient peut-être fait autrement. Ils savaient qu'elle n'était pas armée, mais cela reste un navire de guerre, et il appartient à l'armée contre laquelle on se bat. Donc, techniquement, on peut la couler. La chose la plus humaine aurait été de faire surface, de leur donner une chance de se rendre, de les remorquer jusqu'à un port et de les remettre aux autorités. Mais bon, ils l'ont coulé. Techniquement, ils en avaient le droit. Ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est de laisser les marins là à se noyer et à être dévorés par les requins. Les requins infestent ces eaux. Tout l'équipage est mort. C'est un crime de guerre. Donc il y a des crimes de guerre du début à la fin. Cibler délibérément des civils est un crime de guerre. Quand on frappe des bâtiments civils au hasard, c'est un crime de guerre. Bon sang. Et apparemment, ils commencent maintenant à admettre que, eh bien, peut-être qu'ils ont bien touché cette école de 165 filles. Laissez-moi vous poser une question simple. Quelqu'un, Dieu nous en préserve, tue vos enfants. Que feriez-vous? Vous prendriez probablement un fusil et iriez les tuer, autant que possible, jusqu'à mourir vous-même. Parce que c'est la nature humaine. Tu tues mes enfants, je me vengerai jusqu'à mon dernier souffle. Et il y a 165 pères qui vont chercher à se venger dans le sang. Et ce n'est que dans cette école. Hier, 1 millier de civils ont été tués à Téhéran.
Beaucoup de bâtiments ont été détruits, donc on ne sait pas. Des hôpitaux, tout. Tu crois que leurs proches vont simplement accepter la paix? Je passe sur une chaîne qui s'appelle El Mayadeen. J'y interviens en tant qu'expert. Ils sont basés à Beyrouth. Donc je parle avec le directeur. Je ne vais pas dire son nom. Le directeur du bureau ici à Moscou. Je lui demande, comment va ta famille? Il me dit que 5 membres ont été tués par les Israéliens. C'est un vieil homme, donc il n'ira évidemment pas se battre. Mais tu crois que les membres de sa famille vont simplement dire « Oh, tu sais, ça arrive ». Non, ils vont vouloir se venger. Je veux dire, regardez ce qui arrive à Israël en ce moment. Ils sont en pleine bagarre, ils se font complètement battre par le Hezbollah et ils essaient de censurer cela. C'est vraiment difficile pour eux, mais le Hezbollah les domine à la frontière. C'est une crise pour eux. Oui, le Hezbollah, qui respectait la trêve d'après le cessez-le-feu d'ailleurs. Donc, Israël est en ce moment un chien enragé hors de contrôle. C'est le gouvernement, ce sont les gens au pouvoir. Ils sont un chien enragé hors de contrôle. On ne peut pas raisonner avec des gens qui croient qu'ils possèdent tout entre l'Euphrate et le Nil et qu'ils vont tout arranger en se débarrassant des habitants pour coloniser eux-mêmes ces terres. Peu importe les millions de personnes concernées. Ils comptent se débarrasser de quelques centaines de millions d'autres. Comment parler à des gens comme ça? Des gens qui te regardent et te disent « Nous sommes touchés par Dieu, nous sommes génétiquement supérieurs à toi, tu n'es qu'un singe intelligent. » Tu ne peux pas parler à des gens comme ça. Tu ne peux pas raisonner avec des gens comme ça. C'est la même chose qu'avec l'Allemagne nazie. Ils croyaient peut-être ne pas être touchés par Dieu, mais qu'ils étaient une race supérieure à toutes les autres. Et toi, tu n'es qu'un intermanche, juste un cran au-dessus d'une limace de terre, d'un paresseux. Comment veux-tu raisonner autrement qu'avec le canon d'un fusil? C'est tout ce qu'il te reste. Parce que lorsqu'ils sont vaincus et que tu leur écrases la gorge, alors tu peux commencer à raisonner avec eux, car ils n'ont plus le choix. Dans toute autre situation, ils te regardent comme un manche. Tu n'es même pas digne de leur adresser la parole. Comment veux-tu raisonner avec des gens comme ça? Tu ne peux pas. Parce que leur mentalité ne le permet pas. Oui, eh bien, il y a des rapports selon lesquels le Hezbollah aurait peut-être abattu un hélicoptère. Bien sûr, ce ne sont que des rapports. Nous n'avons vu aucune vérification, aucune image. Cela ne veut pas dire que ça ne s'est pas produit, car les capteurs sont absolument incroyables aujourd'hui. Mais il y a des rapports faisant état du Hezbollah ayant abattu un hélicoptère, ayant capturé des soldats de Tsahal. Il y a de violents combats partout en Israël. À la frontière sud du Liban en ce moment, en réaction au massacre qu'Israël tente de commettre aussi vite que possible par voie aérienne afin de réaliser le Grand Israël. Cela semble correspondre aux Israéliens aussi enragés qu'ils le sont. Alors qu'auparavant, ils frappaient surtout le Hezbollah sans toucher Beyrouth, ils ont maintenant commencé à viser les secteurs chrétiens de la ville. Et les chrétiens représentent environ un tiers de la population libanaise. Certes, l'armée libanaise est une plaisanterie, mais elle a tout de même des troupes. Quelques troupes, en tout cas. Un équipement léger, mais tout de même. Alors les chrétiens se demandent maintenant que faire. Les orthodoxes et les catholiques, que faire? Soit leur famille meurt, elle risque de mourir de toute façon. Soit ils fuient, soit ils restent et se battent. Et je suis presque sûr qu'ils vont rester et se battre. Ils n'ont plus le choix à ce stade. Autrefois, ils étaient alliés avec les Israéliens. Évidemment, ils ne le sont plus, pas quand Israël frappe les quartiers chrétiens, les églises et tout le reste. Ils sont littéralement en train de panser Beyrouth de bandages en ce moment. Des vidéos circulent montrant qu'ils larguent des bombes de 900 kilos. On les lâche à la base d'un bâtiment
pour faire s'effondrer toute la structure et tuer tout le monde à l'intérieur. Et c'est ce qu'ils font. Ils commettent un génocide de masse. Cette fois, ils n'essaient pas de monter un camp contre l'autre. Ils visent simplement un génocide de masse contre toute la population. Quelle que soit la foi religieuse, quelle que soit la vision du monde, c'est un génocide. Appelons les choses par leur nom. Un criminel de guerre qui commet un génocide de masse et que l'Amérique et ses alliés en Europe soutiennent pleinement. Pleinement. Je veux dire, quand les Européens déclarent que l'Iran doit être condamné pour avoir tiré sur des bases qui leur tirent dessus, il n'y a pas de mots pour ces gens-là. Bravo à l'Espagne. Bravo à l'Espagne. Oui, sérieusement. Le seul pays européen dont les dirigeants, du moins quelques-uns, sont prêts à se lever et à ne pas rejoindre ou participer à ce spectacle d'horreur absolue. Mais ça se retourne plutôt violemment contre eux, Stas. Parce que tu sais, peut-être que la dernière chose dont on peut parler ici, c'est que les chiffres ne sont pas mauvais. Je voulais avoir ton dernier commentaire à ce sujet. Tu sais, les chiffres ne s'additionnent pas vraiment pour les États-Unis en ce moment. Tu as mentionné le radar Qatari, 1,1 milliard de dollars. Il a fallu 8 ans pour le construire. Il est censé servir d'œil au système de défense aérienne américain. Mais il y a aussi ce problème économique auquel les États-Unis sont confrontés. Et il s'intensifie rapidement. Je crois que le baril de pétrole est à 90 dollars au moment où nous parlons. Mais il ne fera qu'augmenter. Il ne fera qu'augmenter parce que l'Iran, avec ses représailles, a pratiquement provoqué un trafic continu 24 heures sur 24. Arachi a déclaré qu'il n'avait pas officiellement fermé le détroit. Mais les États-Unis, ils disent qu'ils envoient maintenant l'USS George Bush. Ils veulent escorter des navires dans le détroit d'Ormuz, avec la promesse de Trump de valider les assurances afin que ces entreprises et navires commerciaux puissent passer. Mais l'Iran dit « Faites cela, et nous ferons cela ». Et la marine devient une cible encore plus facile qu'elle ne l'est actuellement. Oui, que pensez-vous de cette conséquence réelle de la guerre, une escalade, que l'administration Trump essaye d'ignorer? Eh bien, comme je l'ai mentionné plus tôt, tout ce dont vous avez besoin, ce sont de grands drones FPV avec des roquettes RPG fixées en dessous. C'est tout. Il suffit d'attaquer en SM n'importe quel navire qui passe. Le Brent est actuellement à 92,69 à l'instant même. Donc oui, c'est en hausse par rapport à environ 68 $ il y a une semaine. Regardons les choses en face. Entre 20 et 25% du pétrole mondial provient de cette région. Il ne circule plus. Les États-Unis ont suffisamment de pétrole, mais les prix continueront d'augmenter à moins que le gouvernement n'intervienne et n'impose un plafond. Les États-Unis ont globalement assez de pétrole et ils disposent de réserves capables de couvrir leurs besoins. La Russie, évidemment, a plus qu'assez de pétrole pour elle-même. Le pétrole iranien, qui ne va pas actuellement vers la Chine, la Russie le redirigera et le livrera à la Chine. Il y a aussi assez de pétrole pour l'Inde. Bien sûr, l'Inde achetait beaucoup plus de pétrole et le revendait aux Européens. Ça n'arrivera plus, ma belle. Et les Asiatiques de l'Est peuvent battre les Européens sur les prix n'importe quel jour. Bienvenue dans le jardin en faillite. Ils ne savent ni fixer les prix, ni gérer. Et 20% de leur gaz naturel liquéfié provenait du Qatar. Les usines de GNL du Qatar sont complètement à l'arrêt. Elles ont été endommagées. Donc, même une fois tout cela terminé, il faudra les réparer. Il faut jusqu'à 3 semaines pour remettre en service une usine de liquéfaction de gaz, car il faut la redémarrer par section, s'assurer qu'il n'y a pas de fuite, que tout fonctionne correctement, qu'il n'y a pas d'obstruction, etc. En moyenne, ça prend environ 2 à 3 semaines. Et ensuite, les navires doivent arriver. Donc, si l'on parle d'un conflit de 100 jours, on parle de 3 mois et demi, plus encore un mois et demi.
Donc, il faut compter environ 4 mois et demi avant que ces 20% de gaz n'arrivent en Europe. Et pour enfoncer un bon gros poignard entre les côtes des Européens, qui planifiaient et discutaient de la manière dont ils allaient se passer de la Russie tout en soutenant le meurtre de Russes, la Russie a finalement dit, et elle aurait dû le faire depuis longtemps, « Très bien, on s'en va, débrouillez-vous. » Et ça, c'est encore 17% de leur gaz. Ils viennent donc de perdre 37% de leur approvisionnement en gaz. Voilà. Les États-Unis ne peuvent pas combler ce vide, car cela impliquerait de retirer du gaz du marché américain. Les prix augmenteraient et il n'y aurait pas assez de gaz naturel ici. Et ça met les gens en colère, étonnamment. Et ce n'est pas bon pour M. Bush. Pardon, M. Bush. Non, en fait, Bush Jr. a été un bien meilleur président que Trump, aussi incroyable que ça puisse paraître. Oui, tu sais, je n'aurais jamais cru dire ça un jour. Mais, ouais, l'Empire, c'est la descente. C'est un peu le schéma habituel. Mais Stas, c'était super. Je veux juste m'assurer de remercier tous ceux qui ont fait un super chat. Il y a eu de très bons arguments ici, donc je vous suis vraiment reconnaissant à tous. Je vais juste en afficher un que j'ai trouvé particulièrement pertinent. Si Tel Aviv ne brûlait pas, pourquoi censurer l'info? L'invincibilité du dôme de fer, c'est de la propagande. Les combats des États-Unis pour Israël l'affaiblissent eux-mêmes. L'Amérique sera ruinée et en faillite si Israël prend le contrôle de la région. Donc c'était de très bons arguments. Le système américain de fabrication de missiles fonctionne très bien si l'on est un pays pacifique et non impérialiste. Mais cela fait très longtemps que nous ne le sommes plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Même si je dirais, il serait difficile d'affirmer qu'il n'y avait pas un... L'armée américaine est faible. Écoutez cet homme. L'armée américaine est une plaisanterie. Douglas veut que les gens écoutent Stas, et je suis d'accord. Donc, je veux remercier tout le monde. Je ne dirais pas que c'est une plaisanterie. Je ne dirais pas que c'est une plaisanterie. Parce que ce n'est pas une blague. Cela a encore la capacité de tuer beaucoup de gens. Mais ce n'est pas à la hauteur du combat qu'il s'est choisi. Loin, très loin de là. Et s'ils envoient ces divisions dans un endroit comme l'Azerbaïdjan, et il semble qu'ils se préparent à le faire, il y aura beaucoup de morts. Et d'ailleurs, leurs pertes sont bien plus élevées. En Allemagne, ils organisent des collectes de sang sur les bases américaines. Ils les ont même annoncées dans Stars and Stripes, qui n'est imprimé qu'en dehors des États-Unis pour l'armée. Ils organisent des collectes de sang. Rien à signaler. C'est juste normal. On a simplement besoin de beaucoup plus de sang, parce que vous savez, pour une raison ou une autre. Rien à signaler. Nous devons afficher cela. Le voici. Don de sang nécessaire alors que les collectes reprennent. Le programme de don de sang des forces armées intensifie ses efforts. Ils ont besoin de plus. Cela a été publié. Ouais, ne fais pas ça juste pour, tu sais, le type occasionnel qui se fait renverser par un véhicule ou qui se tire une balle dans le pied ou dans la tête par accident. Ça arrive. C'est l'armée. Tout le matériel est là, conçu pour tuer quelqu'un. Il se fiche pas mal de savoir qui il tue. Mais oui, il y a évidemment d'autres problèmes. Je dois y aller. On s'en va, tout le monde. Mettez un like et assurez-vous de nous suivre. Je mettrai les informations dans la description de la vidéo. On s'en va. Prenez soin de vous, tout le monde. Mettez un like. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Bye bye.